Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette visioconférence sur le tri des documents numériques. Cette conférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Adapsia, FamilyZen, Travelège et Destination Multimédia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne avec le concours de la CNSA. Bonjour Estelle, est-ce que tu peux activer ton micro, qu'on fasse un petit essai s'il te plaît? Oui, bonjour tout le monde. Et Bonjour. c'est Donc je parfait, ça suis marche Estelle super et bien. j'animerai la conférence. Donc, on va commencer par les présentations. Donc, je suis Pascal Macias. Je fais de l'accompagnement au déménagement des personnes âgées dans le département de l'Allier et de Puy-de-Dôme. J'organise aussi des conférences dans ces départements-là. Je file aussi un petit coup de main à Gwendoline dans ses visioconférences chaque semaine. Gwendoline Cotresse, que vous avez l'habitude de voir, organise, elle, des visioconférences à destination des retraités chaque semaine. Elle fait des conférences dans les différentes communes d'Île-de-France et elle a un nouveau projet, c'est un livre audio qu'elle a coécrit avec Isabelle Palincin sur le déménagement des seniors, que vous pouvez retrouver sur le site movadom.com/livre. Je te laisse te présenter Estelle, je te laisse prendre la main et puis on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, merci Pascal. Donc je suis Estelle Guillerme. J'ai créé FamilyZen il y a maintenant 10 ans. Donc FamilyZen, c'est un spécialiste de l'assistance administrative auprès des particuliers. Donc nous nous déplaçons chez nos clients pour faire tous leurs papiers administratifs, tout ce qui concerne l'administratif. Et puis il y a 2 ans, j'ai créé un café administratif. Donc c'est un tiers-lieu. Un tiers-lieu, ça veut dire un lieu un peu différent des autres, où les gens peuvent venir pour faire traiter leurs papiers par des coachs comme moi et comme Frédéric qui m'accompagne aujourd'hui. Donc, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions dans le fil de la conversation là sur la droite. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions et Frédéric, qui fait partie de mon équipe depuis de nombreuses années maintenant, pourra répondre à vos questions. Frédéric, voilà, qui dit bonjour à tous, n'hésitez pas, elle est là pour répondre à vos questions. Alors, je crois qu'il y en a qui ont du mal à nous entendre. Et puis, ah oui, il faut donc, si vous avez du mal à nous entendre, fermez la réunion et puis revenez. Normalement, ça fonctionne. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur le document électronique. Alors, qu'est-ce qu'un document électronique? Ça, j'aime bien détailler un petit peu parce que, alors moi, j'ai une maman qui a 80 ans et du coup, je la teste je teste mes conférences auprès d'elle. Comme ça, je vois toutes les questions qu'elle peut se poser et je me dis que ce sont des questions qui peuvent aussi traverser votre esprit. Alors, elle me disait justement quand je lui ai présenté la conférence, elle me disait, mais un document électronique, est-ce que tu peux le décrire? Eh bien, un document électronique, ça peut être un document administratif qui a été enregistré sur votre ordinateur ou qui vous a été envoyé. Ça peut être un document personnel, par exemple une photo, des notes. Il existe des applications où on peut noter les choses qu'on a à faire. Ça peut être tout simplement un courriel. Alors, un courriel, c'est quoi? C'est un email, c'est un courrier électronique, le petit E pour électronique et mail, courrier. Voilà. Donc, on va utiliser tous ces mots au cours de la conférence. Si jamais j'utilise des mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser la question. Votre question dans le fil de la conversation, il n'y a aucun problème. On a tous, voilà, on n'a pas tous les mêmes connaissances vis-à-vis de l'informatique ou de l'électronique. Donc, n'hésitez pas à dire je ne comprends pas ce que veut dire ce terme. Alors, justement, par rapport à notre niveau de connaissance, donc moi, je ne vous connais pas, je vous ai jamais rencontré, vous êtes intéressé par ce type de conférence, mais je ne sais pas quel est votre degré de connaissance à la base. Donc, je vais m'adresser à un public, j'ai fait une conférence qui s'adresse à un public avec une connaissance normale, pas forcément très élevée, pas forcément très basse. Voilà, donc du coup,
Certaines personnes seront peut-être un petit peu perdues, ça ira peut-être un petit peu trop vite, mais vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas parce que vous pourrez revisionner la conférence et vous pourrez nous contacter pour nous dire j'ai pas compris ci, j'ai pas compris ça, est-ce que vous pouvez détailler? Puis vous voilà, vous pouvez toujours intervenir pendant la conférence sur le fil de la conversation, vous pouvez nous poser des questions aussi à la fin. Pour ceux pour lesquels ça n'irait pas assez vite parce que vous êtes déjà au taquet et vous comprenez tout, ben peut-être que c'est parce que ce thème-là, vous le maîtrisez et que du coup, vous n'avez peut-être pas de grandes questions à vous poser. C'est pas grave, on peut toujours intervenir aussi pour compléter les informations si vous trouvez qu'il y a des petites choses que vous pourriez apporter aux autres. En tous les cas, bienvenue à tous. Merci d'être là aujourd'hui. On va commencer par un petit quiz parce que j'aime bien vous faire travailler de bon matin et vous faire travailler pour voir un petit peu où vous vous situez par rapport à ce thème. Donc, vous avez peut-être un morceau de papier et un stylo à côté de vous et vous allez donc compter vos points par rapport aux questions que je vais vous poser. Alors, est-ce que vous vous trouvez dans l'une ou plusieurs de ces situations? Donc, quand vous répondez oui à la question, vous gagnez un point. Alors, on y va. Donc, avez-vous dans vos tiroirs une ou plusieurs clés USB? Alors, la clé USB, je n'ai pas pensé à en mettre une à côté de moi. Donc, c'était un petit outil, un petit appareil qu'on branche à l'ordinateur pour avoir accès à des documents électroniques. Donc, si vous avez dans vos tiroirs une ou plusieurs clés USB, eh bien, vous comptez un point. Est-ce que vous passez beaucoup trop de temps à chercher des documents sur votre ordinateur? Voilà, vous cherchez la copie de votre carte vitale. Vous avez scanné votre carte vitale, vous ne savez absolument plus où vous l'avez rangée dans votre ordinateur et vous en avez besoin pour aller passer votre test Covid à la pharmacie. Vous ne savez pas où c'est, donc est-ce que ça vous est déjà arrivé? Donc oui, si effectivement vous avez passé trop de temps à chercher vos documents sur votre ordinateur. Troisième question, vous avez changé de téléphone et vous avez perdu toutes vos photos. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous êtes dans cette situation? Si vous l'êtes, eh bien, c'est un point supplémentaire. Et là, nous serions déjà à 3 points. Quatrième question. Vous téléchargez systématiquement toutes les pièces attachées des mails et les factures que vous recevez depuis votre espace client. Donc, est-ce que effectivement, dès que vous recevez un mail avec une pièce attachée, un document attaché, est-ce que vous le téléchargez sur votre ordinateur? Et pareil, est-ce que vous téléchargez toutes vos factures depuis vos espaces clients? Oui, si c'est le cas. Et pas de point si ce n'est pas le cas. Vous gardez toutes vos photos numériques, même les photos ratées, les photos qui sont floues. Donc, vous faites des photos avec votre téléphone, vous les chargez sur votre ordinateur et vous gardez toutes ces photos. Si vous êtes dans ce cas, eh bien, vous gagnez un point supplémentaire. Sixième question. Vous faites plusieurs copies de vos dossiers sur des supports différents. Donc, on va dire que vous prenez cette conférence que vous allez télécharger sur votre ordinateur et vous allez aussi la photocopier l'imprimer, de façon à en avoir un jeu papier. Donc, est-ce que effectivement, vous êtes dans ce cas d'avoir plusieurs copies de vos dossiers et sur des supports différents? Donc, un point pour ceux qui sont dans cette situation. Vous voyez, moi, je l'ai sur l'ordinateur et je l'ai aussi avec moi pour la bonne raison que j'ai des petites notes et que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc, si vous êtes dans ce cas, eh bien, vous gagnez un point. Vous avez plus de 100 courriels dans votre boîte de réception de messagerie. Alors voilà, je commence à utiliser des mots qui fâchent. Donc, la messagerie, c'est donc vos emails. Est-ce que dans la boîte de réception, donc vous savez, il y a la possibilité de ranger vos emails dans différentes rubriques, mais si vous gardez tout dans la boîte de réception, vous en avez plus de 100. Est-ce que vous êtes dans cette situation? Si vous l'êtes, vous gagnez un point. Alors, je vais vous laisser 1 ou 2 minutes grand maximum pour compter vos points et me mettre dans le fil de la conversation combien de points vous avez cumulés. Donc, si vous n'avez répondu que, nous avons 4 points, Christina 4 points, c'est bien. Donc, sur cette question,
Combien de points avez-vous au total? N'hésitez pas à nous donner vos scores. Il n'y a aucun jugement par rapport à ça. C'est vraiment voilà, pour vous mettre un petit peu en jambe dans cette conversation, dans le thème de cette conversation. Alors, donc, peut-être encore d'autres petits points à nous communiquer. Bravo Catherine, 5 points. Très bien. Donc, plus vous cumulez de points et plus vous êtes à même d'apprendre des choses dans cette conférence. Donc, c'est très bien. Je suis contente de vous avoir aujourd'hui avec moi. Voilà, vous aurez peut-être plein de questions à me poser auxquelles Frédéric vous répondra. Alors, on va commencer par le cycle de vie d'un document électronique. Alors, CON, 4 points aussi. Donc, nous sommes dans des scores relativement hauts. Donc, ça veut dire que voilà, tout ce qui est électronique, numérique, n'est pas forcément quelque chose que vous maîtrisez au quotidien. Vous vous laissez peut-être un petit peu porter par cette vie électronique. C'est peut-être aussi dû au fait que l'électronique ou l'ordinateur a pris une place énorme depuis quelques années. Hein. On a la tablette, l'ordinateur, le téléphone, on multiplie les supports et du coup, on se laisse un petit peu envahir et c'est compliqué pour nous de savoir un petit peu où aller. Gisèle, 2 points. Ah, Gisèle a peut-être suivi déjà des conférences. Il a peut-être déjà entamé du tri dans ses dossiers papier et numérique. Alors, le cycle de vie d'un document électronique et numérique. Donc là, j'ai mis les deux termes, électronique et numérique, parce que justement, je me suis rendu compte que si je ne dis que document électronique, alors que vous aviez l'habitude d'entendre parler du document numérique, ça peut déstabiliser. Du coup, voilà, c'est la même chose, hein, un document électronique et un document numérique. Alors, le cycle de vie, c'est comme un cycle de vie de toute chose. C'est quelque chose qui naît, qui va vivre, d'accord, et qui va ensuite mourir pour se retrouver donc en destruction. Eh bien, un document numérique peut suivre aussi cette courbe hein, de cycle de vie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va réceptionner un document. C'est sa naissance, d'accord? Alors, comment on va le réceptionner? Eh bien, par mail, vous allez recevoir un mail avec dedans un document numérique. Vous pouvez le recevoir via une plateforme, par exemple votre banque. Vous avez peut-être l'application de votre banque sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Et donc, sur cette application, vous avez vos relevés. Voilà, ça, c'est un document numérique. Ou bien un scan. Donc, vous avez besoin d'aller scanner votre carte vitale ou votre carte d'identité. Vous faites un scan. Vous allez recevoir ce document dans votre ordinateur dans la partie téléchargement, par exemple. Hein. Eh bien, c'est également un document numérique. Donc, voilà, ça, c'est la naissance du document numérique. Vous allez en prendre connaissance de ce document. Alors, parfois, vous êtes à l'origine, parfois, vous n'êtes pas à l'origine si c'est une plateforme ou un mail que vous avez reçu. Donc, vous prenez connaissance de ce document et ensuite, eh bien, il y a la gestion, c'est-à-dire vous allez faire vivre ce document. Comment vous allez le faire vivre? Eh bien, vous allez peut-être l'imprimer, vous allez peut-être le stocker. Et dans ce stockage, eh bien, il y a plusieurs phases. Vous allez d'abord le télécharger, ensuite, vous allez le classer, ou bien vous allez peut-être le laisser dans l'inbox. Donc là, vous avez une action où vous décidez de comment vous voulez gérer ce document. D'accord? Et peut-être que aucun intérêt pour vous et du coup, vous allez le supprimer. Alors, on verra tout à l'heure comment on fait pour supprimer un document et pourquoi on le fait. Et ensuite, donc, vous allez peut-être aussi décider de partager ce document. Donc là, on est sur la courbe croissante hein, du cycle de vie, c'est-à-dire que vous n'allez pas seulement stocker le document ou l'imprimer ou le supprimer, vous allez peut-être avoir besoin de le partager. Alors, le besoin peut être divers et varié. Hein. C'est peut-être un PowerPoint que vous avez reçu par mail et que vous voulez transmettre à votre copine. C'est peut-être un document du notaire que vous avez besoin de transmettre à votre enfant. Donc, voilà, la raison pour laquelle vous partagez peut être diverse. Toutefois, vous avez décidé de partager ce document. Et comment vous allez le faire? Eh bien, vous allez le diffuser soit par mail, soit aussi
par le biais d'une plateforme. Voilà, donc ça c'est le cycle de vie normal d'un document électronique. Et donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait aussi la possibilité de le supprimer. Alors comment on fait comment choisit-on de garder ou de supprimer un document? Soit un document qu'on a déjà, hein, quand on fait le nettoyage de notre boîte électronique ou de nos dossiers sur l'ordinateur, soit un document qu'on vient juste de recevoir. Et bien, comment on fait? On se demande, on fait comme Marie Kondo, je fais régulièrement référence à Marie Kondo, qui est une pro du tri et de l'organisation. C'est une japonaise qui fait fureur depuis quelques années. Et d'ailleurs, Gwendoline fait aussi souvent référence à elle parce qu'elle est vraiment incroyable. Et en plus, elle est pleine d'humour et de douceur. Et donc, elle dit souvent, eh bien, vous devez trier, vous devez jeter pour savoir si vous êtes prêt à le faire et si vous devez le faire, eh bien, vous pouvez vous demander si cet objet vous met en joie. Donc, je vais vous prendre un exemple, non pas électronique, mais bien. Excuse-moi Estelle, 3 secondes. Est-ce que tu as pris la main sur la présentation? Parce que moi je suis toujours sur la slide d'avant. Ah, bah non. Bien vu. Voilà, ça ira mieux. Merci beaucoup. Voilà. Donc, est-ce que vous avez vu, vous avez quand même eu connaissance de ce slide-là, Pascal? Oui, je les ai Oui, avancés. tu l'as fait avancer. D'accord, Ouais, ok. ouais. Voilà, donc là, on est sur Marie Kondo. Donc, je vais vous prendre un exemple qui n'a rien à voir avec l'électronique, mais que vous pouvez appliquer sur toute chose pour laquelle vous devez faire du tri. Donc, je vous prends ma petite tasse préférée. Voilà, je l'aime beaucoup. Elle a la taille idéale, elle a la couleur que j'aime, mais elle est ébréchée. Voilà, elle est ébréchée là. Et donc, je me pose la question, cette tasse, est-ce que je dois la jeter parce qu'elle est ébréchée ou est-ce que je dois la garder parce que je l'aime beaucoup? Eh bien, Marie Kondo me dira, est-ce que cet objet me met en joie? Si je n'ai aucune joie à prendre mon café dans cette tasse chaque matin, eh bien, dans ces cas-là, je la jette. D'accord? Si, par contre, je me dis, bon, elle est ébréchée, mais elle m'apporte quelque chose, une certaine joie, eh bien, je vais continuer à prendre mon petit café dans ma tasse ébréchée. Voilà, tant pis. Ce n'est que l'anse qui est ébréchée, donc je ne me ferai pas de mal. Voilà. Eh bien, pour vos documents électroniques, c'est exactement la même chose. Vous allez recevoir ou vous allez stocker un document électronique. Quand vous allez passer au tri, vous devez vous dire, ce document électronique, est-ce qu'il me met en joie ou est-ce que vraiment il ne m'apporte rien? S'il ne vous apporte rien, ni en termes d'information, ni en termes comment, de pétillement, ça ne sert à rien de le garder. D'accord? Sauf si il fait partie des documents obligatoires à garder. Ça, c'est autre chose. Là, on parle vraiment du tri sur des documents qui ne sont pas, qui n'ont pas de durée légale. Parce que là, on va aussi travailler sur la durée légale d'un document tout à l'heure. Alors, slide suivante. Où se trouvent ces documents électroniques? On en a un petit peu parlé précédemment. Donc, il peut se trouver sur différents niveaux. Et c'est là que c'est complexe pour nous aujourd'hui parce qu'avant, on avait notre gros ordinateur. Ensuite, on a eu des petits ordinateurs. Après, on a eu des tablettes. Après, on a eu des téléphones. Donc, on en a un petit peu partout. Mais sachez qu'en fait, il y a un lien dans tout ça, c'est-à-dire que l'application de votre ordinateur, de votre banque que vous installez sur votre téléphone, eh bien, c'est la même que vous allez installer sur votre ordinateur. Ça communique, d'accord? Parce qu'en fait, l'application, elle n'est pas placée réellement sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, elle est placée sur un gros outil extérieur qui est géré par votre banque et qui vous donne un accès par le biais de vos mots de passe et identifiants, d'accord? Donc, ce n'est pas hébergé, ce n'est pas stocké chez vous, c'est stocké à l'extérieur. D'accord? Donc, ces documents électroniques, vous pouvez les avoir sur votre téléphone, par exemple des photos. Alors, les photos qui sont sur votre téléphone, là, ce n'est que sur votre téléphone, à moins que vous ayez fait un transfert sur votre ordinateur. Pareil pour les vidéos et pareil pour les messageries téléphoniques. Par contre, la messagerie mail, vous l'aurez installée sur votre téléphone et vous l'aurez installée sur votre ordinateur et là, ça communique. Vous voyez, il y a des différences de niveau entre qu'est-ce qui est hébergé qu'est-ce qui est accueilli sur votre
outils informatiques et qu'est-ce qui est commun à tous vos outils informatiques. Alors, sur votre ordinateur, vous allez avoir vos dossiers. Donc, par exemple, vous recevez le courrier du notaire ou vous recevez votre attestation habitation par voie électronique. Vous allez le télécharger sur votre ordinateur. Si vous n'utilisez pas un outil comme, par exemple, Dropbox qui s'installe sur, qui est un outil extérieur, mais que vous pouvez installer sur tous vos outils, dans ces cas-là, si vous utilisez ce genre de choses, vous pourrez avoir accès à votre attestation d'assurance habitation aussi bien sur votre téléphone que votre ordinateur que votre tablette et ça sera toujours à jour. Voilà. C'est un peu complexe, donc si c'est trop complexe pour vous, vous me mettez un petit mot dans le fil de la conversation. Enfin, ces documents électroniques, vous allez les trouver sur vos espaces clients ou vos espaces adhérents qui sont en ligne. Alors, le en ligne, ça veut dire Internet, d'accord? Ça veut dire informatique, ça veut dire électronique. Voilà, on dit en ligne et on dit aussi online. Vous avez certainement déjà entendu parler de tout ça, donc c'est la même chose, d'accord? Quand on parle d'espaces en ligne, ce sont des espaces online, ce sont des espaces sur Internet. Espace, ce sont donc des applications qui nous viennent des organismes comme l'électricité, le gaz, les impôts et la banque, l'assurance maladie. Voilà, tout ça, ce sont des organismes qui ont la possibilité de vous donner des espaces clients online. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas perdu à ce stade. J'ai tout à fait conscience que ça peut être un peu challenging pour nos cerveaux, mais voilà, vous allez peut-être petit à petit au fil de cette conversation, de cette conférence et peut-être en la revisionnant, comprendre des choses qui vous étaient un petit peu obscures auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on télécharge et qu'est-ce qu'on ne télécharge pas? Sur vos espaces clients, vous allez avoir des relevés et des factures. Eh bien, ces relevés, ces factures, ils vont être à disposition pendant un certain temps sur l'espace client. Donc, vous pouvez les laisser là si vous estimez que vous y allez régulièrement et que vous allez pouvoir les télécharger au moment où c'est nécessaire. Je vous quitte 2 petites secondes, j'ai un peu chaud, j'enlève mon pull. 2 petites secondes, excusez-moi. Striptease en direct, merci Estelle. Voilà, je suis désolée, je suis de retour. Il fait un petit peu lourd et du coup, voilà, je suis de retour avec vous. Donc, sur ces espaces clients, vous allez avoir la possibilité de télécharger des relevés, des factures. Il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain temps, vos plateformes vont continuer à mettre en ligne ces factures et ces relevés et donc les anciens vont partir. D'accord? Donc, il est en votre devoir de télécharger vos factures d'électricité, vos factures de téléphone et vos relevés de banque. D'accord? Si vous redemandez des factures ou des relevés à ces organismes, bien sûr, ils sont en mesure de le faire, mais ça peut être payant. Donc, en tous les cas, pour la banque, c'est impératif, il faut absolument le faire. Ensuite, donc une petite aparté, attention, en cas de changement d'opérateur de téléphone, par exemple, vous êtes chez Bouygues et vous voulez passer chez SFR, eh bien, vous aviez vos factures chez Bouygues. À un moment donné, il y aura fermeture de l'espace en ligne parce que vous aurez été transféré donc chez votre nouvel opérateur. Donc, vous allez perdre toute votre historique sur la plateforme précédente. Donc, ça, c'est important, d'accord? Surtout que vous devez garder vos factures de téléphone pendant 2 ans. Donc, c'est à vous de le faire. Votre opérateur ne le fera pas pour vous et ne vous les enverra pas, d'accord? Voilà, il faut aussi télécharger les pièces jointes importantes d'un courriel. Par exemple, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple du notaire. Vous recevez un document du notaire, il faut le télécharger, d'accord? Et ensuite, il faut vous poser la question sur les différents mails que vous recevez avec des pièces jointes. Il faut vous poser la question si la pièce jointe est fondamentale ou pas. Si c'est un PowerPoint que vous avez reçu d'un ami avec des petites blagounettes, vous le regardez et vous ne le
vous ne l'enregistrez pas, il n'a aucun intérêt parce que de toute façon, ces petits PowerPoint, ils font le tour de la Terre et vous allez recevoir le même 5 ans plus tard. Donc, vous ne le téléchargez pas, ce n'est pas la peine. Et surtout, pensez à le détruire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces documents sont extrêmement lourds et ça prend une énergie très, très puissante dont on ne mesure pas l'importance et ça pollue énormément. Et oui, 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 ça pollue. Tout ce qui est informatique pollue parce que, on va en parler tout à l'heure, parce que derrière, en fait, il y a des centrales énormes, des immeubles énormes qui gèrent en fait toutes ces informations. Et il faut ils sont sous clim, ils utilisent de l'électricité de façon mais exponentielle dont on ne peut même pas s'imaginer. Et donc, ça crée une pollution énorme. Donc, je vous invite à supprimer les pièces jointes et les courriels où vous avez donc ces petites blagounettes. Voilà, vous pouvez vous en amuser et les ouvrir, mais pensez à les supprimer et pensez aussi à aller supprimer vos poubelles dans vos emails. C'est comme à la maison, vous jetez un papier dans la poubelle, eh bien, ça ne suffit pas à jeter la poubelle. Il faut prendre ensuite la corbeille, aller la mettre dans la grande corbeille qui sera, dans la grande poubelle qui sera ramassée par le service public. Eh bien, dans vos emails, c'est pareil. Alors maintenant, il y a des outils, nos mails sont un petit peu plus élaborés et souvent les poubelles sont vidées automatiquement tous les mois. Enfin, les emails sont gardés 30 jours dans la plupart des cas, mais voilà, vous pouvez y aller aussi, le faire manuellement en sélectionnant tous les mails qui sont dans la poubelle. Et faites-le aussi au niveau des spams. Le spam, c'est du pourriel, c'est un courriel qui est pourri. Voilà, c'est des publicités, c'est du push de personnes qui essayent de vous vendre quelque chose. Donc, ça se jette. Alors, faut-il garder tous les documents électroniques? Eh bien, non, bien évidemment, il faut faire du tri. Hein. Il faut faire du tri parce que trier, ça va vous permettre d'aller à l'essentiel pour vous tous les jours et puis aussi peut-être pour d'autres utilisateurs de votre entourage si vous partagez votre ordinateur. Donc, il faut faire ce tri, c'est fondamental. Vous ne gardez que ce qui mérite d'être gardé. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, jetez ce qui n'est pas essentiel, jetez ce qui ne vous sert pas vraiment au quotidien. Et attention de ne pas faire déborder votre boîte mail. Tout à l'heure, dans le quiz, je vous demandais si vous aviez plus de 100 courriers dans votre boîte de réception. Il faut absolument trier ce courrier. On verra ça tout à l'heure, mais si vous avez plus de 100 courriers dans votre boîte de réception, c'est que il y a des courriers qui sont trop vieux, que vous avez déjà traités et qui n'ont plus lieu de rester dans votre boîte de réception. Je pense aussi que vous pouvez regarder dans quel document, dans quelle architecture il faut ranger ces mails. On va le voir également un petit peu plus tard, comment on fait l'archivage et comment on trie ces mails, mais c'est important. Sachez quel document administratif garder aussi, d'accord? Alors pour ça, il faut aller sur il faut aller voir sur servicepublic.fr. C'est un excellent outil pour savoir quel document administratif garder et combien de temps il faut le garder. Voilà, n'oubliez pas qu'en fait, la durée de conservation d'un document électronique est absolument identique à celle d'un document papier. Donc, une facture, qu'elle vous soit transmise de façon électronique ou que vous la receviez dans votre boîte aux lettres, elle est de 2 ans pour l'une comme pour l'autre, d'accord? Alors, normalement, hein, si vous le recevez dans version papier, vous ne la recevez pas en version électronique et vice-versa. Alors, on va passer à la valeur juridique d'un document électronique. Ça, c'est super important. Déjà, sous quelle forme il faut garder ces documents administratifs? Est-ce qu'il faut les garder sous forme papier ou est-ce qu'il faut les garder sous forme électronique? Eh bien, en réalité, il faut le garder tel que l'original du document vous a été transmis. Donc, si l'original du document est numérique et vous a été transmis par biais d'un mail, d'un courrier, eh bien, dans ces cas-là,
ou qu'il a été mis à disposition sur un site, il est conseillé de le conserver sous forme numérique. Alors, ça peut être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être vos relevés de compte, ça peut être une facture, ça peut être votre avis d'imposition. Vous savez certainement que votre avis d'imposition, vous pouvez en avoir accès sur votre compte en ligne de impôts.gouv. Donc là, vous avez tous vos avis et vos déclaratifs. Donc, il n'y a plus besoin de les imprimer, d'accord? Et si vous imprimez tous ces documents, sachez qu'en fait, la version papier n'a aucune valeur juridique. Ce n'est qu'une copie. Elle a juste le titre de copie. Donc, un écrit, un document électronique, si vous a été transmis dans sa version d'origine par voie électronique, sa valeur juridique est électronique. Et vice-versa, si un document papier vous a été transmis de façon papier et que vous l'enregistrez de façon électronique, il n'aura pas de valeur, sauf si la personne signataire est identifiée et que vous avez suivi un processus de validation et de comment oh mince et si elle a été sécurisée par un organisme. Alors, selon le Code civil, un message électronique peut avoir la même valeur juridique qu'un courrier manuscrit s'il est certifié. Voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, s'il a été certifié. Donc, un document manuscrit a été certifié par sa signature. Si vous le passez en version électronique, il faut qu'il soit aussi certifié, sinon il n'aura pas de valeur juridique. Pour être conforme, elle doit être réalisée par un organisme agréé et sécurisé. Voilà. Donc ça, c'est très important parce que on fait souvent la confusion en se disant bon bah voilà, là, mon document papier a été signé, je fais un scan et c'est bon, il a une valeur juridique. Ben non, en fait, ce n'est pas suffisant. Alors, comment les classer, mes documents numériques? Comment je peux m'y retrouver dans mon ordinateur et voire même dans mes mails? Eh bien, si vous n'avez jusqu'à présent mis en place aucun classement, il est temps de vous y mettre. Vous pouvez tout à fait vous attaquer à ce classement et mettre en place une organisation. Moi, je vous conseillerais de le faire petit à petit parce que ça prend beaucoup de temps de trier des mails, ça prend beaucoup de temps de trier ces documents sur son ordinateur. C'est très chronophage, c'est assez fatigant. Donc, moi, je vous conseille de le faire petit à petit. Mettez-vous un objectif de une fois par semaine ou bien tous les jours pendant 1 heure, vous reprenez vos documents électroniques. Mais voilà, ça pose vraiment, ça prend du temps. Donc, il faut s'y atteler, se bloquer des plages dans son agenda. Alors, pour un document administratif, il faut absolument se poser la question s'il est d'actualité ou pas, si la durée d'archivage a été respectée. Donc là, pour ça, vous allez sur servicepublic.fr. Frédéric, si tu veux bien mettre dans la conversation, dans le fil de la conversation, l'adresse du site servicepublic.fr de façon à ce que nos internautes se sentent soit plus à l'aise pour aller voir tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est les documents administratifs. Ensuite, si ce sont des documents personnels comme des photos, des vidéos, eh bien, il va falloir les trier. Donc, ouvrez chaque photo, demandez-vous si elle est bonne, si elle vous fait plaisir, si c'est une photo où on voit un sens interdit sur une route, tout ça parce que vous vouliez voir un petit oiseau et qu'en fait on ne voit pas l'oiseau, est-ce que vraiment ça a lieu d'être conservé? Bah, peut-être pas. Donc voilà, pensez à faire ce tri aussi de vos photos et de vos vidéos. Et pour tout autre document, il faut que vous vous posiez la question si c'est un document qui va vous servir. Depuis combien de temps vous n'êtes pas allé le consulter? Voilà, je vais vous donner l'exemple d'une présentation PowerPoint. Vous êtes membre d'une association et puis il y a 10 ans, vous avez fait une présentation sur PowerPoint et puis ça fait 10 ans que vous ne l'avez pas consultée. Alors oui, bien sûr, vous avez mis du temps pour la préparer, pour la travailler, mais est-ce que cette présentation va être réutilisée? Est-ce que vraiment vous avez besoin de la conserver?
à vous de vous poser la bonne question et de savoir s'il est temps de faire du ménage ou si, bah oui, tous les ans, vous vous en servez pour la représenter dans vos différentes conférences de cette association. Alors, pour classer les documents numériques, eh bien, vous pouvez créer une arborescence de classement électronique. Voilà, vous pouvez tout à fait mettre en place une arborescence tout comme vous l'avez dans vos dossiers papier. C'est la même chose. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de numéroter les dossiers. Alors, les numéroter, ça veut dire que vous allez, par exemple, avoir donc vous allez avoir des dossiers facture, véhicule, impôt, état civil. Numéroter avant d'avoir ce libellé impôt, facture, véhicule, numéroter devant de façon à pouvoir créer une organisation d'urgence, je dirais, ou de visualisation quotidienne. Parce que, en fait, quand vous mettez, par exemple, 1 facture, 2 impôts, 3 état civil, eh bien, votre ordinateur va classer et vous verrez en premier le 1, puis le 2, puis le 3. Donc, peut-être mettre à la fin, en numéro 25, des documents dont vous avez moins besoin. Créer des dossiers et des sous-dossiers, c'est important parce que vous allez, comme dans vos dossiers papier, vous allez avoir besoin d'avoir ces sous-dossiers. Alors, je vais passer à la slide suivante et revenir sur celle-ci après. Pour vous montrer quels sont les dossiers et sous-dossiers. Alors là, par exemple, facture, vous allez donc avoir le dossier facture et en sous-dossier, vous allez avoir électricité, gaz, eau. Pour vos dossiers santé, vous allez avoir des sous-dossiers, attestation, CPAM, voilà. Donc ça, ce sont des exemples, bien évidemment. Chacun va mettre en place les dossiers qui leur correspondent et des sous-dossiers qui leur correspondent. Donc, je reviens à la slide précédente. Alors, moi, je suis très embêtée parce que j'ai la barre. Donc, Pascal, il faut que tu m'aides. J'ai la barre qui ne disparaît pas, là, la barre diapositive et la grande barre. Donc, charger l'application. J'ai sous-créé des dossiers et sous-dossiers. Qu'est-ce qui est écrit? Si vous avez déjà... Une organisation papier, reprenez la même. Voilà, donc si vous avez une organisation papier, si vous avez déjà des dossiers, moi je vous invite à reprendre exactement la même au niveau informatique. Donc si vous avez par exemple un dossier papier véhicule et qu'à l'intérieur vous avez des sous-dossiers qui reprennent le nom de, imaginez que vous avez 2 véhicules, on va dire vous avez Toyota et Ford, eh bien reprenez la même organisation au niveau électronique de façon à vous y retrouver. Ça sera beaucoup plus simple. Vous allez donc avoir un dossier véhicule et un sous-dossier, que j'avais dit Toyota, et un sous-dossier Ford. Pascal, ensuite, enregistrer. Et ensuite, enregistrer les documents sous le format adapté. Voilà, donc les formats adaptés, on peut avoir PDF pour imprimer et les JPEG pour les photos, c'est ça qui est écrit? C'est ça, tout à fait. Ok, super. Voilà, donc en fait, quand vous recevez un document, eh bien, vous avez la possibilité de l'enregistrer sous différents formats. Donc, le PDF va vous permettre d'imprimer et de ne pas faire que les écrits, que les lignes ne bougent plus. En fait, ça stabilise le document. Donc, imaginez que vous écrivez le compte-rendu d'une assemblée générale pour laquelle vous avez participé de votre association. Donc, vous l'écrivez sur Word et ensuite, vous l'enregistrez en .pdf et ça ne bougera plus. Donc, vous pouvez l'imprimer et vous pouvez aussi envoyer ce document aux membres de l'association sous le format PDF. C'est beaucoup plus, ça respecte beaucoup plus le design, je vais dire, du document. En fait, si vous l'envoyez en .doc à vos différents membres, selon l'outil qu'ils vont utiliser pour ouvrir le document, ça peut bouger et ça peut transformer la mise en forme. Alors que si vous le faites sur un .pdf, c'est fixe. C'est comme si vous faisiez une photo, en fait. Voilà. Et les JPEG ou les .png, c'est pour les photos. Ça permet de garder une bonne résolution de photos.
Je reviens juste, Estelle, sur le slide que tu avais avant, s'il te Oui, plaît. oui. Sur la numérotation des dossiers, la ville de Cessan a fait une précision intéressante. C'est de mettre effectivement 2 ou 3 chiffres, c'est-à-dire commencer par un 0 toujours, parce que sinon, quand on arrive au numéro 12, il va se retrouver avant le numéro 2, par exemple. Donc bien mettre 01 ou 001 si on a plusieurs dizaines de documents. Ouais, c'est très bien vu. Effectivement, c'est une excellente suggestion. On peut aussi, alors, au lieu de mettre des numéros, moi j'ai l'habitude de mettre des lettres alphabétiques. Donc je mets A pour le plus. Alors, en fait, j'aime bien les numéros. Pour certains cas, je mets des numéros. Et pour des dossiers très importants que je vois tout le temps, je mets la lettre A. Donc, par exemple, je vais mettre, donc ça c'est pour le travail essentiellement, mais A, dossier Movadom, par exemple. Je vais mettre en AA, dossier, et je vais mettre le nom d'un autre partenaire. AAA. Donc, voilà, je mets juste ces trois lettres A de façon à les avoir en permanence. Mais je joue sur ces deux possibilités, numérotation et la lettre A. Et ce qui n'est pas important, je vais mettre Z, ZZ et ZZZ. Voilà, donc je sais qu'ils seront toujours tout en bas. Alors, voilà, je passe à la slide suivante. Trier sa boîte mail. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Nous ne le faisons pas suffisamment, mais il faut apprendre à trier sa boîte mail. Il faut s'obliger à trier sa boîte mail. Vous organisez votre messagerie en séparant les mails commerciaux des notifications et des mails perso. En fait, vous avez la possibilité, Google le fait, vous avez fait un Gmail. Gmail, c'est Google Mail. Vous avez la possibilité d'avoir vos mails, donc ce sont des onglets, séparément des notifications et des mails commerciaux. Voilà, essayez vraiment d'organiser de façon à ce que ce soit beaucoup plus simple pour vous et que vous puissiez détruire les mails qui ne vous intéressent pas, comme les mails commerciaux ou les newsletters que vous ne lisez plus, vous l'avez peut-être lu une fois et après ça ne vous intéresse pas. Donc ça va aller dans les notifications et les mails commerciaux. Essayez de hiérarchiser de façon à pouvoir supprimer en une sélection immédiate de toute la rubrique. Pensez à vous désabonner des sites dont vous ne voulez pas recevoir de publicité, pardon. Donc pour cela, en fait, vous ouvrez le mail. Imaginez que vous avez un mail, je dis vraiment n'importe quoi, mais des Galeries Lafayette toutes les semaines. Donc c'est complètement faux, hein, puisque les Galeries Lafayette n'envoient pas de newsletter, mais imaginez que vous recevez ce mail, vous allez tout en bas de la newsletter ou du mail, et en tout petit rikiki avec un lien, il y a marqué désabonnez-moi ou désabonnez-vous ou désabonnement. Faites-le parce que en fait, il y a des structures qui revendent des fichiers électroniques. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi vous recevez ces emails. Eh bien, c'est de la revente de fichiers. Donc, désabonnez-vous. Ça va vous permettre d'alléger un petit peu votre boîte mail. Voilà. Créez aussi une arborescence de classement des mails. Je vous parlais tout à l'heure de l'arborescence dans les dossiers électroniques. Vous pouvez aussi avoir cette arborescence dans les mails, d'accord? Donc, il va falloir créer, donc vous avez votre boîte de réception et en dessous, vous allez avoir votre arborescence, donc par exemple, assurance, impôts, association, danse, voilà, selon votre vie ou votre rythme de vie électronique, vous allez pouvoir créer cette arborescence qui vous ressemble. Alors, les mails des blagues et des blagounettes des amis, vous le lisez et vous le supprimez après la lecture. Comme je vous disais, ce sont des mails qui sont très lourds dans la messagerie et qui n'ont pas forcément une utilité future.
Dans vos messages envoyés, vous pouvez aussi, donc quand vous regardez vos emails, vous avez la boîte de réception et vous avez aussi message envoyé ou mail envoyé ou envoyé selon votre messagerie. Il faut aussi penser à supprimer, d'accord? Donc, vous pouvez aller supprimer tous les mails que vous avez envoyés au-delà d'un an parce que, ben voilà, vous n'avez plus besoin de les consulter. Donc, pensez à supprimer ces mails-là. Pensez à supprimer toutes les semaines les mails de la corbeille et des spams. Comme je vous le disais tout à l'heure, maintenant, nos outils nous permettent de le faire automatiquement, mais bon, tout dépend aussi de la quantité de mails que vous envoyez ou que vous jetez. En tous les cas, si vous commencez à faire du tri dans votre boîte mail, vous allez en jeter, je ne sais pas, peut-être 50, peut-être 300. Et donc, plutôt que d'attendre que l'outil le supprime de façon automatique, eh bien, une fois que vous avez fait votre tri, attendez peut-être quelques heures pour être sûr que vous n'avez pas fait d'erreur dans votre sélection et ensuite allez supprimer votre corbeille. Une fois le mail lu, donc c'est un mail que vous avez reçu dans votre boîte de réception, une fois que vous l'avez lu, ben prenez le réflexe de le supprimer ou de le classer directement. Ça vous permettra de ne pas avoir une centaine de mails dans votre boîte de réception. Voilà, c'est des petits trucs et astuces qui vont vous permettre de nettoyer un petit peu tout ça. Ne pas laisser les mails s'accumuler. Là, bah, vous avez peut-être pris beaucoup de retard, mais vous êtes décidé, puisque vous êtes là aujourd'hui, vous avez peut-être décidé de vous mettre au tri électronique. Et bien voilà, cet après-midi, puisqu'il ne fait pas très beau, en tout cas si vous êtes sur l'île de France, il ne fait pas très beau, c'est peut-être le moment idéal d'aller trier votre boîte électronique. Télécharger, donc ça je le redis, hein, mais c'est une synthèse, télécharger uniquement les pièces jointes importantes. Si la pièce jointe n'est pas importante, eh bien supprimez ce mail, d'accord, pour essayer de ne pas alourdir votre boîte. Enregistrer les courriels à conserver en format PDF. Alors ça, c'est un petit truc qui est très sympa. Si vous avez besoin de conserver un mail qui est très important, plutôt que de l'imprimer, vous allez faire la manipulation, c'est extrêmement simple. Imaginez que vous avez le mail du notaire, justement. Le notaire va vous donner une information qui est hyper importante, vous voulez absolument la conserver. Vous allez faire comme si vous vouliez l'imprimer. Donc, vous allez sélectionner imprimer et là, vous faites défiler la liste des imprimantes disponibles et vous allez voir qu'il y a la possibilité de dire imprimer en PDF. Donc, vous sélectionnez imprimer en PDF et là, ça vous enregistre le mail en version PDF que vous pouvez ensuite aller ranger dans vos documents électroniques et non plus dans votre messagerie. Ça, c'est vraiment super. C'est un petit outil que je trouve, c'est une petite astuce que je trouve très, très pratique. Donc, n'hésitez pas à le faire. Même faites un test pour voir si vous avez bien compris tout à l'heure. Mais voilà, ça, c'est très pratique. Et puis, sinon, vous pouvez le ranger dans votre arborescence que vous avez créé. Donc, peut-être que vous avez maintenant, que vous allez avoir une rubrique qui s'appelle notaire si vous êtes en train de vendre votre bien, si vous êtes en train de faire une transmission à vos enfants ou un don. Donc, vous avez peut-être cette nécessité de faire une rubrique notaire. Voilà, je vous en ai parlé aussi un tout petit peu. Trier sa boîte mail, supprimer les mails qui sont lourds, et bien c'est aussi faire un geste pour la planète. On n'en parle quasiment jamais, mais les mails, c'est extrêmement polluant. Voilà. Alors, je vais faire un petit aparté sur la pollution par le numérique parce que justement, on n'en parle pas, on parle de la pollution des voitures, la pollution du bruit, la pollution de trop de papier. Mais en fait, passer à l'électronique, ça pollue aussi. C'est pas forcément plus écologique que le papier. Donc, en fait, il faut se poser la question sur est-ce utile, pas utile. Est-ce que c'est utile d'imprimer? Non, c'est pas utile. Alors, on le fait pas. Est-ce que c'est utile de conserver ce mail? Non, donc on le supprime. Voilà. Donc, en fait, il faut se poser les bonnes questions. La quantité de numérique augmente au quotidien. On est non seulement de plus en plus nombreux sur Terre, mais on est de plus en plus nombreux à utiliser
un outil, deux outils, plusieurs outils informatiques. Donc, plus on utilise d'outils informatiques et plus on augmente les ressources. Et les ressources sont extrêmement consommatrices. Voilà. Chaque fois que vous visionnez, que vous envoyez, que vous téléchargez, que vous stockez tous ces documents électroniques, en fait, ce sont des actions qui consomment énormément d'énergie. Voilà, donc pensez à l'environnement. Quand on met n'imprimez pas ce mail, vous savez, il y avait à un moment donné, tout le monde mettait pense à l'environnement, n'imprimez pas ce mail. Ben, moi, j'irai plus loin, c'est pensez à l'environnement, n'imprimez pas ce mail et détruisez-le s'il ne vous sert à rien. Voilà, donc vous participerez à la protection de l'environnement en passant à une facture en numérique, en ne l'imprimant pas et en allant supprimer vos archives électroniques une fois par an. Parce qu'en fait, les archives, eh bien, c'est la même chose. Les archives papier, c'est la même chose que les archives électroniques, c'est-à-dire que si une facture, vous devez la garder 2 ans, eh bien, vous allez devoir faire le tri tous les ans pour jeter vos factures qui ont plus de 3 ans, d'accord, pour aller jeter des documents que vous aviez conservés donc sur votre association il y a 10 ans et qui ne vous sont plus utiles. Voilà, donc peut-être que ça, vous n'étiez pas du tout au courant. Donc, si c'est le cas, eh bien, je suis ravie d'avoir participé à une petite prise de conscience sur l'écologie. Alors, quelle sauvegarde effectuer et sur quel support? Donc, il y a plusieurs possibilités. Je vous parlais tout à l'heure de la clé USB. Donc là, vous avez un petit modèle de clé USB. Donc, faites attention aussi à l'obsolescence des supports. Hein. Les disquettes qu'on avait il y a quelques années, malheureusement, ne servent plus à rien. Vous pouvez les jeter. Et oui, s'il y avait tous vos rapports de vos précédents métiers ou fonctions que vous avez occupées, eh bien, les disquettes, vous pouvez les mettre au recyclage. Ça ne servira plus à rien. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer sur des CD-ROM. Voilà, donc ça, c'est un outil assez puissant. Vous avez des disques de sauvegarde. Alors là, vous le voyez, le disque, vous voyez, c'est pas beaucoup plus gros qu'un téléphone. C'est aussi fin qu'un téléphone, quasiment. Donc, c'est quand même très pratique parce que vous pouvez l'emmener n'importe où. La clé aussi. Le disque est en général plus puissant, mais voilà, vous pouvez partir en vacances avec votre disque de sauvegarde. Donc, ça, c'est quand même assez pratique. Et puis, il y a aussi le coffre-fort électronique. Donc, le coffre électronique va vous permettre de mettre vos documents électroniques sous sécurité élevée. Donc, tout dépend de ce que vous voulez protéger. Alors, qu'est-ce qu'un coffre-fort électronique? Qu'est-ce qu'un coffre-fort numérique? Et qu'est-ce qu'un cloud? Alors, le principe, c'est d'avoir un espace sécurisé, donc qui est par exemple sur Internet, et ça va vous permettre de classer, d'organiser, d'archiver tous vos documents administratifs. Donc, ça peut être vos factures, la comptabilité, les déclarations, les contrats. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc d'organiser vos documents informatiques. Donc, vous pouvez les faire sur votre ordinateur et vous pouvez les faire aussi dans un coffre-fort ou dans un cloud. On va en parler après. Je vois tout de suite les questions. Oh, qu'est-ce que c'est un cloud? Alors, les avantages, les avantages d'enregistrer vos documents dans un coffre-fort ou dans un cloud, c'est une garantie d'avoir une organisation administrative structurée, d'avoir un espace hyper sécurisé qui protège tous vos documents importants. L'accès est facile, il est rapide. Donc, voilà, aucun souci d'accès par rapport à vos documents. Vous n'avez pas besoin d'aller à la banque demander l'ouverture du coffre-fort. Hein, c'est dans vos outils. Alors, les inconvénients, c'est qu'on a quand même besoin d'être assez à l'aise en informatique pour certains outils. Ou d'avoir de l'aide à proximité. Et puis, certains supports sont gratuits et d'autres sont payants. Donc, les gratuits sont quand même les plus simples au niveau du fonctionnement et ceux qui sont payants sont avec une sécurité plus renforcée, plus élevée. Donc, tout dépend de ce que vous voulez mettre sous coffre.
Alors, le cloud, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est en fait un outil qui n'est pas directement sur votre ordinateur. C'est un outil que proposent certaines sociétés. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Dropbox. Donc, c'est un des outils qui existent, hein. Vous tapez cloud sur Internet et vous allez en avoir plusieurs. Donc, moi, personnellement, j'utilise Dropbox et je l'ai sur mon téléphone, je l'ai sur mon ordinateur. Ce qui fait que quand je vais aller à la pharmacie pour me faire un test PCR, eh bien, j'ai mon attestation de sécurité sociale sur mon téléphone qu'en fait, j'avais scanné et mis dans ma Dropbox d'ordinateur et que je vais retrouver dans ma Dropbox de téléphone parce que c'est synchronisé. Voilà. Et en plus, eh bien, c'est sécurisé, donc parce qu'il faut que je mette mon identifiant et mon mot de passe. Donc du coup, eh bien, je sais que personne d'autre n'aura accès à ce cloud. Donc le cloud, hein, c'est un nuage qui est à l'extérieur, qui est donc hébergé par une société et nous permet d'avoir accès par le biais d'un identifiant et d'un mot de passe. Voilà. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'inconvénient quand on ne maîtrise pas tout ça, eh bien, c'est la maîtrise électronique. Donc, ne démarrez pas quelque chose de très compliqué si vous vous sentez en faiblesse hein, par rapport à ces outils. Essayez de demander l'aide d'un proche, l'aide d'une personne de confiance avec qui vous allez pouvoir démarrer ce tri informatique, ce tri électronique. Faites appel à une personne extérieure, ça va peut-être vous donner un petit déclic déjà pour vous mettre à la tâche, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même un peu chronophage, c'est un peu compliqué, mais ça va vous donner peut-être donc le déclic de vous y mettre, mais aussi peut-être le déclic sur des petites choses que vous pensiez ne pas maîtriser. Et en fait, rien qu'en vous donnant un élément, vous allez vous dire, ah, mais j'ai tout compris, maintenant je vais pouvoir le faire. Voilà, donc échangez, pensez à vous faire aider par un jeune, faites attention à prendre une personne qui va être capable de vous expliquer avec des mots simples et pas avec des mots hyper compliqués que vous n'allez pas saisir et qui va vous mettre dans une situation d'échec ou d'inquiétude. D'accord? N'hésitez pas, si vous travaillez avec un jeune, à dire moi, je n'y connais rien, j'ai vraiment besoin que tu me formes et que tu m'expliques le mot ou les mots que tu utilises. Voilà. Et puis peut-être que ça va être un ami, peut-être que ça va être un voisin avec qui vous pourrez échanger une autre fois, peut-être une association, peut-être avec les membres de la paroisse. Il y a toujours possibilité de se faire aider. Et quand on est un petit peu, quand on n'aime pas demander les choses aux autres, eh bien, on peut proposer un échange de services. J'aime beaucoup proposer cela parce que j'ai une maman hein, de 80 ans qui n'aime pas demander de l'aide. Et donc, j'ai dit, mais non, ne demande pas de l'aide, demande si quelqu'un peut t'expliquer, peut passer du temps avec toi et propose également un échange. T'aimes bien faire des gâteaux, t'aimes bien cuisiner, et bien si la personne va passer 2 heures avec toi pour t'expliquer comment ton ordinateur fonctionne, comment ta messagerie fonctionne, et bien tu vas l'inviter à dîner, tu vas lui faire un bon repas, un bon gâteau pour remercier cette personne de t'avoir donné son temps et d'avoir transmis son savoir. Voilà, donc essayez de... On a tous des compétences, hein, on a tous plein de choses sur lesquelles on est doué. Donc, échangez pour pouvoir, vous allez monter en compétence sur l'électronique et puis en échange, vous allez remercier. Donc, si ce n'est pas la cuisine qui vous intéresse, mais c'est de la couture ou si c'est de la musique ou si ou si vous ne savez pas quoi faire, vous dites, je vous invite au resto ou je t'invite à aller prendre un café. Voilà, donc trouvez des idées pour échanger et ne pas rester seul sur une difficulté. Alors, si vraiment vous êtes seul, si vraiment vous ne voulez pas faire appel à un proche ou une personne de votre entourage, vous avez toujours la possibilité de faire appel à un professionnel.
Faites bien attention à choisir un professionnel qui est enregistré en service à la personne parce que c'est un gage de qualité. À partir du moment où la structure est enregistrée en service à la personne, c'est un gage de qualité. Et en plus, vous allez pouvoir bénéficier de 50% de déduction fiscale. Donc, ce n'est pas rien, c'est intéressant. Si vous avez une facture de 100 € pour une personne qui s'est déplacée pour passer donc un certain temps pour vous aider, vous avez une facture de 100 €. L'année suivante, vous allez pouvoir l'intégrer à votre déclaration d'impôt et donc avoir 50% de déduction fiscale ou de réduction d'impôt. Donc, c'est intéressant. Alors, nous, en tant que société de service à la personne, bien évidemment, on peut vous le proposer. Nous sommes spécialistes de l'administratif et donc de ce genre d'action. Nous avons 2 formules possibles. Une formule à la carte pour laquelle vous n'avez pas d'engagement sur le long terme. Nous sommes à 46 € de l'heure avant défiscalisation, donc du coup 23 après. On a des formules régulières avec un tarif à 40 € de l'heure parce que c'est un engagement sur une année avec donc des interventions régulières pour lesquelles nous mettons une fréquence en accord avec vous. Et il y a aussi, bien évidemment, 50% de défiscalisation. Voilà. Donc, j'espère que cette conférence vous a appris plein de choses, vous a donné l'envie de vous mettre au tri informatique, au tri de vos mails, au tri de vos dossiers électroniques. Et si jamais c'est allé trop vite, vous pouvez revoir cette conférence. Si jamais vous avez des questions, on peut maintenant répondre à vos questions. Et puis, si vous voulez aller plus loin encore, eh bien, je suis à votre disposition. Très bonne journée. Merci à tous, merci Estelle. Je vais pas tarder de vous ouvrir les micros pour pouvoir répondre à vos questions. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour 2 visioconférences. Donc mardi 13 juillet à 10h30 sur comment vendre son bien immobilier. Ça peut être un sujet très très intéressant, surtout si vous avez l'intention de déménager. Et le jeudi 15 juillet à 10h30, Gwendoline sera là pour vous expliquer l'utilisation du smartphone. C'est un petit outil que tout le monde a et dont on ne connaît pas tous les secrets. Je vais vous parler encore à nouveau du livre audio coécrit par Gwendoline Cotterêts et Isabelle Palassin que vous pouvez retrouver sur movadom.com/livre. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien. Un sujet très très intéressant. Je vous laisse répondre à notre questionnaire de satisfaction qui est important pour nous puisque nos financeurs peuvent voir un peu les retours que nous avons sur ces visioconférences. Et vous pouvez également, vous avez un petit champ libre qui vous laisse libre cours à votre imagination pour nous proposer tous les sujets qui vous intéresseraient afin qu'on vous propose de nouvelles visioconférences. Donc je vous la remettrai dans un petit moment. Donc merci à Estelle de Family Zen. Je vous laisse ses coordonnées de contact. Vous pouvez vous inscrire pour notre prochaine visioconférence sur le site movadom.eventbrite.com. Donc vous avez tous la liste de nos futures visioconférences. Et vous pouvez vous inscrire et transmettre ce lien aussi à vos proches qui auraient envie de découvrir des sujets. Donc, merci à la conférence des financeurs et la prévention de la part d'autonomie du département de l'Essonne, pardon, excusez-moi, avec le concours, le soutien de la CNSA. Donc, je vous laisse le contact de Family Zen et d'Estelle avec son numéro de téléphone, donc le 01 79 73 68 66, où vous pouvez lui envoyer un mail à contact@familyzen avec un y.fr et sur son site familyzen.fr.